et bienvenue dans les Carrefours de l'IA. Je ne sais pas si la plupart d'entre vous ont déjà participé au Carrefour. C'est un événement mensuel qui se déroule tous les troisièmes mercredis du mois et qui se déroule toujours à la même heure d'ailleurs, de 8h50 à 10h. L'objectif de cet événement, c'est vraiment au final, dans un premier temps, de mettre en avant le paysage IA à l'international, et ce, via et grâce au Hub Digital Wallonia, qui chaque mois contribue justement à l'organisation de ces webinaires. On a également les cas d'application l'IA en entreprise. Aujourd'hui, ce sera Damien Bertrand de chez Analytics qui couvrira cette partie-ci, et Damien vient justement d'arriver. Bonjour Et on a à tous. également... Bonjour Damien. Bonjour Damien. On a également une partie qui est dédiée aux résultats de recherche avec Trail qui contribue justement à cette partie. Alors, on parlera aujourd'hui de l'IA dans les soins de santé. Et ce webinaire, je précise, j'aime toujours remercier les partenaires avant de commencer. Donc, remercier Trail, AI for Belgium, l'AWEX, le Hub Digital Wallonia. Et merci également au SPW pour leur soutien. Et je passe tout de suite la parole à Benoît Mac. Alors Benoît, il est professeur ordinaire au laboratoire de télécommunications et ancien prorecteur au service à la société de l'UCL. Il est également membre de la classe Technologie et Société de l'Académie royale de Belgique depuis 2009 et conférencier au Collège Belgique. Alors Benoît est considéré comme le docteur de l'image avec des applications en médias, en médecine, en cinéma et télévision digitale et bien d'autres peut-être. Et alors Benoît aujourd'hui est coordinateur du projet Trail. Benoît, je te laisse la parole, je t'en prie. Merci beaucoup, Antoine. I don't know, maybe I will switch in English to introduce Daniel after, so that we can say. So you gave me a short presentation, and I thank you very much. But today we'll speak about a big initiative that is also targeting Wallonia. Maybe you have heard about the innovation initiative of Wallonia, and Trail is an AI institute targeting several domains, but one of the most important domains for us is the medicine, the medical domain. And so in medicine, the things are moving very fast. In fact, we have more and more medicine which is holistic and which is precisely targeting the disease that they are addressing. So nowadays, the goal is not to make people living older, but to make them living better until the end of their life. And for that purpose, one thing which is very important is to diagnose very early the disease. This is something very important, and also to personalize the treatment. This is two targets which allow to treat the disease at the very early stage and to make a treatment which is very dedicated to the person and which is far less violent than in the past. And so this idea of precision medicine relies on big data and AI. The idea is to collect a lot of data of the people, to organize those data in large data banks and biobanks, and on those large biobanks to design early screening program or precise treatment. The movement was launched by Obama some years ago. The Precision Medicine Initiative in the US was the very start of that. And we have two pioneers in Belgium here in the room. Damien Bertrand from D-Analytics was very early in this motion. And for example, I don't know if Damien will speak about that, but they designed some pattern recognition to determine profile of individuals for vaccination against cancer. They did many things at a very early stage. And a second pioneer, which is not really in Belgium, but he was in Holland, but now he's developing companies in Belgium, is Philippe Lambin, the father of RadioMix, which is a method which allows to treat the cancer in a very precise way. So just to give some spots, nowadays we launch a big initiative in Wallonia, which name is MedResist and Remedia, but we are also connecting a test and experimentation facility
which is launched by the Berlin Institute of Health, and we are connected in this TEF with Karolinska, with Lyon Hospital, with many big players. We have a very strong connection with Unicancer, for example, to do screening of mammography on the basis of the DNA of the lady. The lady give their salivia, and in their salivia we determine the DNA pattern, and so we can do cancer screening with less radiation, because we use the radiation only on the ladies for which it's relevant. And also with some connection with the UK Biobank, which is a big initiative in the UK to collect a lot of data, a lot of omics data for the people. So the idea is to use, of course, deep learning. I invite you to have a look to this book, Eric Topol, Deep Medicine. It's a nice book to read, very easy. In the vacation, you can read it on the beach. It's very easy to read. And another big motion is the network medicine. Our university is part of the Network Medicine Alliance. The idea is not only to look to patterns, but also to look to causalities between different layers in the body of a people. And so we look for patterns which determine the pathogenism. For example, our people are trying to understand why a COVID person will have that kind of symptoms, and why 50% of the people are completely asymptomatic with COVID. Some are very much diseased, and the kind of disease. And so that can be found by looking to the pathogenesis and to look to causality links between all these layers. This is a big work on duty. And I just want to finish by inviting you to look to Google on the European Health Data Space for People and Science. And I just printed, so it was May the 3rd. This is a big launch, and this is a big deal for Europe too. Europe is very active. There are a lot of opportunities in Europe to work in the field. And so that's the reason why we are very happy today to have a nice representative at the European level with Daniel Eliasson. Daniel was found by Amandine Peckel, who is the representative of Wallonia in Sweden. But Daniel, we are very much connected to Sweden. Karolinska is part on our TEF. We are in the same engineering school network with KTH. I know that you are working with Chambers also. And so we are very happy to have you as an example of an AI Swedish company here in the room. And so you have developed a company which name is Gnosco. Do I pronounce it correctly? And so you are the founder of the company, which lasted from 7 years ago. And you are working in the field of digital dermatology, but not only. I think you have a lot of activity in AI too. And I hope this is a first connection point. I'm very sure that you could launch a European proposal with Damien Bertrand or with Priedomix without any doubt, because Damien worked in his past life with his company on vaccination of cancer. So I'll let you the floor, and thank you very much to be here among us. Thank you very much. Thank you for the invitation. And as I said in the beginning, we are already now collaborating between our countries. So we are in joint project that we have with Swedish University and Ghent University, for example. But thank you very much for being here. I'm going to talk a little bit about the stage that is before, that is around the diagnosing part. So diagnosing. Just one point. I think, Philippe, that you have launched your presentation. Thank you for being here, Philippe. Yes. I know that you are far away, but you took the floor, and we should see the slides of Daniel, and we see yours, Philippe. I have to take it back. That's it. Okay, perfect. Yeah. Thank you. Thank you very much. So anyway, so I'm going to talk today about what we have been doing and how we have been building this up together with healthcare, and also put ourselves in a position now to work a lot more with AI. And we are in the field of dermatology, like you just said, and that is an area that has in a way come a bit when it comes to AI support and image recognition.
but it also has some challenges left to be handled. So the company name is Gnosco. The product and the digital platform that we have is Dermicus. So I'm going to start by running through a few slides of the problem and how we actually solve that, and then come into how we look at AI and how that will be part of the whole solution and the process, basically. So I'm taking away. Let's see if I can do like that. So we do fast and secure diagnosis of skin cancer and wounds. So skin cancer is one area and wounds is another one. And by wounds, we talk about leg ulcers and foot ulcers and stuff like that. Dermicus is a unique digital platform consisting of a mobile phone application that is used by healthcare personnel. It is not used by private persons. And a web application, a platform where all data is collected, basically. This facilitates faster diagnosis to start with. The knowledge increase among the users is a very important part as well, but of course, improved patient processes. So looking specifically at the skin cancer problem, first of all, it's a very common cancer form. In Sweden, there is approximately 500 people that die of malignant melanoma every year. In order to find the 4,500 melanoma that they find in Sweden every year, they do 200,000 excisions. So the accuracy is not very good here. And this costs a lot of money, of course, and a lot of unnecessary worries and so on. So that is one big target that we go for. The other one is, of course, if you can have early detection, that is crucial for the survival rate. And the process is what it is when it comes to this type of setup. When you have a strong primary care and secondary care, so the patients with these issues, they are increasing. They have problems to book a primary care spot. The knowledge in primary care is not so well, which means that they send a lot of referrals on to dermatologists. And not all countries have this same structure as we know with primary care and specialist care. But in one way or the other, they have this type of a flow anyway. And just to understand is that this can take between 3 to 7 months in some areas, in some countries. And that is the difference between life and death for a person that has a melanoma. So therefore, it is very crucial to really work on this process. So we talk a lot about digital processes and digital products and stuff like that within healthcare or within all industries, basically. But the main thing is really about how can that change the process. So the digital platform is one thing, but also have equally amount focus on the process. That is very, very important. So I'm just now going to tell how it works. In one of the user scenario that we have, the patient comes and visits a primary care center or a similar first line setting. The primary care doctor or the nurse capture images with the phone, with the application. It takes also some anamnestic data from specific forms, basically. Then it takes dermatoscopic images. You kind of connect a small little hardware, so you get magnified images. This is taken within just a couple of minutes. So there's one thing that is important. It needs to be fast in this part of the process. All the images and data is sent into the platform where skin specialists can log in, see the information, talk with each other in a multidisciplinary setting within the platform, make a diagnose, write the recommendation, write it into the platform. A notification comes back to the primary care doctor, the person that sent it in from the very beginning. That person can log in, read and see, and then continue to treat the patient. It is actually rather easy, to be honest. The tricky part is to actually make the healthcare change to this process and make it really efficient.
In Sweden, we have handled over 50,000 patient cases, and we also have customers in UK and so on. So, and they have been doing this for years, and their own studies shows some value. First of all, the diagnoses are now down to between 0 and 3 days instead of months, which we understand is important. The number of surgeries that is done before and after introducing this is dramatically reduced, as of course the referrals of the physical persons actually have to go there. And then another one that is very important is the continuous learning that actually happens here when you for the first time actually connect each other and help each other for real. And that is very, very strong, how should I say, soft value. So now moving into a little bit about how do AI come into this? Because up until now, there are dermatologists or groups of dermatologists setting this diagnosis. And that is the start. And that is how they have to start. Because sometimes we have a lot of technology, but when you work with the healthcare, they have just managed to get out of the paper EMRs, paper records, right? But here is a graph basically showing that how should this happen then? How should this be connected? So looking in the left bottom, the healthcare provider starts basically with no system or no teledermatology process at all. They basically send the patients on. Then some have started to look into, okay, can we do something with the existing EMR, the medical record? However, we are a product that is up here and working here. So we have a specialized digital platform for this typical process. So the features are adapted for those type of users. And it is when you have this in place and the process is running with real patient cases, then you can add AI supported features into this. And then it will become a medical process with AI support. And we have over the years now collected a lot of structured data, of course. And now we have started to do these things in collaborations and by ourselves. And it is a journey. It is a journey, and it starts really with quality assurance features. That's how we have put it in, right? If you go straight for the diagnosis, that will not be accepted in healthcare, as at least in the dermatology field as it is right now. So we are going for AI supported quality assurance features. I'm going to show you a few examples of that even. Prioritization and education, that's the next step here. So basically if models and algorithms can help in prioritizing different cases that the doctors should handle, that's the next step. Also education, helping out, that showing similar cases or something like that. And then we have the more advanced one, of course, that is diagnostic suggestion or recommendation. And just looking at our journey, we started with working with filters on the images. We have one that is called AI Light and AI Focus. I'm going to show you that in a few minutes, in a few seconds. Then we have worked with a binary diagnostic algorithm, which is saying melanoma or something else. That do not really help the doctors in the diagnostics mode, but it will help in prioritization. So if the algorithm thinks that this is a melanoma, at least we can prioritize this, but it doesn't say that to the actual users. We are working with a wound area algorithm at the moment. So in order to get the area in a quick way from a leg ulcer, that you can do with a combination of mobile application features and AI. That will help the user a lot. So it's a lot about those small bits and pieces that help them in their work today. And since 1 month ago, we have a big project that we have started together with Chalmers University and the big region here in Sweden for a multi-class diagnostic algorithm for skin cancer. So basically, the end result of that is going to say,
the likelihood of this image being this or that type of diagnosis. And we're talking about 7-8 classes here. And we have some additional usage studies also coming up with Karolinska. And that study is about how do dermatology be affected by having AI support on the screen or not. So basically, how much bias will that be, basically? So that is a little bit about our journey so far. And just to show you an example, 2 examples, and then I'm done, and then we can have some questions maybe. So here you see the quality assurance, and basically one important thing here in healthcare is that images are not in focus when they are taken. So a lot of images comes in and they are not in focus. So basically we have an AI algorithm saying to the user that you need to retake this image because it is not in focus, so it cannot be used. So that's actually quite easy one, but it needs to work, but it makes a big difference for healthcare. The other one to the left is basically telling the user that it has used the wrong light on the dermatoscope. And here is one which is about prioritization. And here you can see a screenshot from our platform, basically, where we have filtered out AI prioritized cases. And those can be and should be looked at more directly. So in the summary, it is a journey. It has really started within dermatology, definitely. The technology is there, the algorithms are there. Now it's very much about how is this going to be implemented, in what systems it's going to be implemented, in what processes it's going to be implemented. And for me now, also looking forward, I am really interested, I really believe that in a couple of years, or maybe 3, 4, 5 years, when we can start taking the data that we have that is coming from a pre-diagnostic stage, basically, or diagnostic stage, putting that together with that type of data that you are talking about, with person that actually have developed cancer, developed melanoma, and the biobanks and so on. And when you start to put this together, I think you can find a lot of interesting things as well, because I believe that we are, with AI and with the data that we collect in the different stages of the patient's, so to say, journey here, we can actually find new, not just new way of treatment, but also new way of risks. Why do these patients get this disease? Or why do these do not, right? So that's interesting in the future, and that was my last slide. Okay, thank you very much, Daniel. I was very excited listening to you, because you focused on the workflow, you focused on the continual learning of the expert exchange, and finally AI is just a tool to help group of people to better work together, to be more efficient together. And that's the way we believe too. Also, we are preparing here a big Région Wallonne proposal for FEDER, and the focus is there, continual learning, people together, and things like that. So I think I received 2 questions during your talk. Anne-Laure Kaji has a quick question, and I think Sébastien Jodogne also has a quick question. Anne-Laure, you have the floor. Actually, it was more an observation than a question. It was exactly what you were just saying about the fact that people were saying in the past that a lawyer that is not using AI will be replaced by a lawyer, or same things for doctors. And now more and more we're realizing that AI should not be the focus, but rather the people learning using AI. And this is exactly what you were telling us. And I think what is very important
is, as you say, is not the technology, is how can we embed it in a whole process so that we can have a wide range impact. So, but your sorry, question not a was, question. That's good. The question you Yeah. sent me, say, how can we measure the progress? How can we Yes. measure the impact in the continual learning of the medical doctor? Did you measure it, and can we measure soft it? Was impact, your question yes. in the Yes. in the In chat? the Yes. chat, yes. Yes. I mean, I can make a small comment on that. Yeah. To be honest, we didn't understand that value from the beginning. We learned that, and we were maybe not. I mean, I guess we were surprised, but we can measure that in terms of when a new primary care clinic starts to work with the platform, they tend to send in a lot of cases, a lot of benign, a lot of cases that is not really something at all. But after 90 days, 100 days, you can see that the actual flow goes down a bit, and the cases that comes, they are the more tricky ones. So you can see it quite fast, and I think that is two things. One thing is that they actually feel that they learn for every case, which means that on individual basis, they take the time to do this a little bit extra time to actually handle this, and that has given that kind of positive feeling about a new solution or digital platform within their business. So yes, we have measured it in that way, definitely. Okay, Sébastien, you have a last quick question because we have to go forward. Oh yes, it will be fast. So thanks, Daniel, for the great presentation. I was wondering, does your platform allows the sending of the images and the AI results back to the hospital so that the physicians, the patients can access their images and their results of analysis? For instance, using the DICOM standard and stuff like this. Yes. So basically, the whole idea is that all information goes from one primary care setting, wherever, to another setting in healthcare. Images, data, and so on. That then the information or that patient case can be added with diagnosis, recommendation, tagging, etc. And that goes back, of course, to the primary care center or the center that sent it in. And in addition, selected images goes to PACS systems in DICOM format, or selected information goes down into the EMR system for archiving, and so yes, it is very much integrated to existing EMRs as well. That's a very important requirement, I would say, and we do that. And basically, maybe my ending words here is that you have now seen a little bit about the skin cancer, because that's a very interesting one, I think. As you understand, we have this for wounds as well, and we have a general photo application as well. So in a way, we have also now built a platform where healthcare providers and AI providers of different kinds can actually have this as a testing platform as well, because all the regulation and compliance is there, and it's just to basically anything that needs that you want to take images of the body, and on the other hand you want to maybe test an AI, it's possible to do. So if you run into this, feel free to contact. Thank you very much, Daniel. Thank you very much. No, maybe I will switch in French. Thank you. Bye. Au revoir. Juste, nous allons, avant d'entendre les deux personnalités, la personnalité industrielle Damien Bertrand, personnalité recherche Philippe Lambin, je vais donner la parole à Giovanni, qui est à la fois une personnalité recherche, puisqu'il fait de la recherche à haut niveau dans l'utilisation de l'IA pour la psychiatrie, mais c'est aussi la personne la plus dynamique, je crois, pour l'AI en Belgique. Hein. Il est leader du groupe AI for Health de AI for Belgium, et je lui laisse la parole parce qu'il a une annonce à faire sur une nouvelle initiative de Giovanni
qu'on retrouve partout, mais qui est une belle initiative, je crois, à faire connaître ici dans le Cénacle des carrefours de l'IA. Giovanni, tu as la parole. Merci beaucoup Benoît pour cette occasion et merci pour la collaboration dans le cadre de tous les projets que l'on mène, notamment le projet Medresist. Alors ici, je vous présente quelque chose qui découle directement de la collaboration très intensive qu'on a menée à AI for Belgium, mais également les carrefours de l'IA, notamment l'Institut Trail, et c'est le certificat en intelligence artificielle en médecine. Je vais partager mon écran très rapidement, normalement vous devez le voir à l'heure actuelle. J'avais fait la réflexion il y a quelques mois lors d'un autre carrefour de l'IA qu'il était nécessaire de former les médecins, les professionnels de la santé et au sens plus large toute personne intéressée par le monde de l'IA à ces domaines, qu'en Belgique on manquait d'initiatives de ce type et au sens plus large en Europe on manque d'initiatives de ce type, et donc nous avons lancé un certificat interuniversitaire en intelligence artificielle en médecine et santé digitale. Je vais être très bref. Le programme est divisé en 4 modules qui commenceront en septembre-octobre 2022 et qui vont s'étendre sur toute l'année académique jusqu'en juin. Le but à la fin est que chaque candidat, les admissions sont sur dossier, et qu'à la fin de ce programme, il puisse intégrer toutes les notions amenées par les réflexions présentées au cours dans un travail mené dans son propre milieu de travail ou dans le milieu dans lequel le candidat évolue. Ça peut être des étudiants en médecine, ça peut être des professionnels de la santé en industrie pharmaceutique, dans des startups tech dédiées à la santé, peu importe. Le but est de pouvoir utiliser les notions reçues pour implémenter une réflexion, implémenter un projet pratique dans son milieu de travail. Alors nous avons 4 modules, le premier étant l'introduction à l'intelligence artificielle. Donc on va parler d'intelligence artificielle en médecine, la santé digitale d'un point de vue théorique, également statistique, aussi computer science bien évidemment. Nous avons notamment Sébastien Jodon qui est ici présent, qui va donner un module très intéressant sur le federated learning et l'open source en intelligence artificielle. Nous avons des intervenants également de l'Université de Mons et l'Université libre de Bruxelles. Deuxième module, c'est les applications de l'IA en médecine et la santé digitale. Donc nous allons en fait brosser tous les domaines de l'IA en médecine et santé digitale finalement pour sensibiliser les candidats à quelles sont les applications actuelles. Et donc on va parler de Clinical Decision Support System, intelligence clinique ambiante, l'IA diagnostic, l'IA en médecine interne, la télémédecine, robotique, etc. Dans le troisième module, on va parler plutôt des défis et des opportunités en IA en médecine, plutôt pour dresser un tableau concernant les limites, mais aussi les opportunités futures. Et donc, on va parler de plateformes, de NLP, on va parler de médecine de précision, d'essais cliniques, l'organisation hospitalière et l'interopérabilité. Et dans le quatrième module, on va voir un petit peu quel est l'impact de l'IA dans la société, ainsi que la santé digitale dans la société. Et donc, on va toucher à tous les autres domaines qui touchent aussi à la santé et à l'intelligence artificielle, donc le droit, l'éthique, la déontologie, la responsabilité, l'éducation médicale et la diminution des tâches à basse valeur ajoutée, ainsi que l'épistémologie. Voilà, c'est le fruit d'un projet initié initialement par l'UEB Lumos, mais c'est une approche ouverte, et donc nous allons avoir des intervenants de toutes les universités, non seulement francophones, mais aussi beaucoup d'universités néerlandophones. Je pense notamment à l'université de Gand et à la KU Leuven qui vont participer. Voilà. Et alors, si vous êtes intéressé... Je pense que c'est important de le signaler parce que c'est non seulement un lieu pour se former, mais c'est sûrement aussi un lieu pour se rencontrer. Hein. Souvent, dans ces formations continues, c'est l'occasion que des gens qui viennent de milieux différents, de l'industrie, des hôpitaux ou de la recherche, quand ils assistent ensemble à ces cours, c'est aussi un lieu de dialogue et de création d'opportunités. À titre personnel, les formations continues que j'ai données ont donné lieu à une série de projets de partenariat. Voilà, c'est non seulement un lieu pour se former, mais c'est aussi un lieu pour rencontrer, j'imagine, et imaginer le futur de l'IA dans la médecine et dans les hôpitaux. Merci Absolument. beaucoup, Giovanni. Merci. Donc, c'est un grand plaisir maintenant de vous présenter Damien Bertrand. Damien est d'abord un chercheur en physique, c'est un très bon physicien qui a basculé un jour de la recherche vers l'industrie en allant chez IBA. Hein, et donc tout le monde connaît Damien en région wallonne, tous ceux qui ont un certain âge et qui sont actifs dans le domaine de la santé connaissent Damien parce qu'il a monté de façon géniale toute une série de partenariats pour IBA
avec le monde de la recherche au niveau européen et au niveau de la Wallonie. Et merci encore Damien pour le projet BitMet hein, que nous avons fait ensemble et qui était un premier pas pour l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé ici chez nous avec John Lee et d'autres. Et puis un jour tu as basculé plus encore vers l'IA hein, puisque tu es devenu business developer pour des analytics, mais enfin business developer c'est le mot que j'ai trouvé, que j'ai vu sur ma feuille, mais tu es bien plus que ça. On sait qu'avec ton cerveau et ton intelligence, non seulement tes compétences de chercheur, mais aussi ton intelligence de réseautage, tu fais beaucoup. Donc, merci Damien pour tout l'impact que tu as dans le monde de la santé en Wallonie. Merci pour tout ce que tu fais. Et tu as la parole pour nous présenter un peu la vision des Analytics. Tu es l'industriel de service, l'industriel wallon de service, pour nous présenter un peu ce que fait des Analytics dans le domaine. Merci beaucoup. Un exemple, je crois que tu vas prendre un exemple plutôt. Oui, absolument, absolument. Ouais. Voilà. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette très sympathique introduction. Voilà, tu m'embarrasses un peu, mais voilà, c'est vraiment sympa. Effectivement, l'objectif ici, c'est de donner une illustration au travers d'une réalité industrielle d'application de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. On va prendre un tout petit peu de distance par rapport aux propos qu'on a eu jusqu'à présent, puisqu'on ne va pas tellement être proche du patient, être plutôt proche des industriels qui travaillent dans le secteur de la santé, et en particulier les boîtes pharmaceutiques, les biotech, qui ont la responsabilité de concevoir et de produire les traitements dont on parle et que l'on souhaite mettre à disposition des différents patients. Alors, je ne sais pas si ma présentation apparaît sur vos écrans. Oui, oui. Oui, c'est parfait. Donc, voilà. On va parler de digitalisation dans l'industrie biopharmaceutique. Alors, tout le monde parle de digitalisation, en particulier sur l'industrie manufacturière et en particulier en Belgique, en région wallonne, sur cette industrie biotech. Ça reprend beaucoup de choses. Hein. Tout le monde parle d'industrie 4.0. Ça peut sous-entendre des aspects liés à la formation des individus, à la mise en œuvre de capteurs pour superviser les usines, etc., etc. De manière générale, cette démarche de digitalisation dans l'industrie donne lieu à la génération de beaucoup de data. Et ce qui est particulier, ce qui est un petit peu surprenant quand on discute avec ce secteur industriel, c'est que les données, finalement, elles sont très peu utilisées. Elles sont utilisées un tout petit peu en suivi régulatoire, en suivi des opérations. Elles sont utilisées, bien entendu, pour s'assurer que ce qui est fait est bien fait. Mais au-delà du monitoring des opérations, elles sont peu réanalysées par la suite, alors qu'elles contiennent une grande quantité d'informations, de savoir, qui est très riche pour ces sociétés biotech et pharmaceutiques. Et c'est un petit peu sur cet aspect-là que chez D-Analytics, on s'est penché avec différents partenaires. Et c'est ce qui nous a amené à développer la plateforme qu'on appelle Hercule. Alors Hercule, ce n'est pas comme le géant de la mythologie, c'est comme Hercule Poirot, le détective qui va chercher les moindres indices de manière à avoir des conclusions puissantes et pertinentes au travers de ses enquêtes. Alors que fait Hercule? Mais Hercule va déjà, d'abord et avant tout, essayer d'accéder aux données sur une infrastructure, sur une usine de production dans le secteur biopharmaceutique. Et ces données, elles sont un peu partout. Ce que j'ai représenté sur la slide ici, c'est un sous-ensemble, c'est certainement pas exhaustif, mais c'est un ensemble de plateformes digitales qui génèrent ou qui consolident d'une manière ou d'une autre certains types de données. Il y a l'ERP, qui est un petit peu l'orchestrateur d'une activité industrielle, hein, au travers desquelles le planning, les opérations, les stocks sont gérés, etc. On a dans le secteur pharmaceutique des plateformes qu'on appelle LIMS, qui sont très fort utilisées par les départements qualité pour tous les tests, les mesures, la calibration des équipements, etc. Dans une usine biotech pharma, il faut superviser la température, la pression, la propreté des salles blanches, etc. C'est un EMS qui gère ce genre de choses. On a des outils d'automation qui supervisent les équipements, donc qui donnent les consignes, qui supervisent les données in process. Donc on a plein de choses, on a plein d'outils qui existent sur le marché, des outils digitaux qui génèrent beaucoup de données. Ça, c'est la situation idéale. Dans la réalité de beaucoup d'entreprises, on est sur quelque chose qui est parfois beaucoup plus simplifié. On a le plus souvent un ERP parce que c'est vraiment une base importante pour toute activité industrielle, mais on a beaucoup d'équipes, beaucoup de départements qui conçoivent, qui développent, qui utilisent des fichiers Excel, qui s'échangent gentiment via des SharePoint quand tout va bien, parfois via simplement des échanges d'emails. Donc, c'est parfois très artisanal. Et au niveau des opérations sur le terrain, on a beaucoup de feuilles de papier, on a beaucoup de notebooks. Les opérateurs notent des choses à la main en faisant des erreurs, en écrivant mal, en faisant des ratures, etc. Donc, on a quelque chose qui est souvent
très, très artisanal. Donc voilà, la digitalisation de l'industrie pharmaceutique, c'est quelque part la navigation entre ces deux réalités, la volonté d'utiliser beaucoup d'outils très performants et très spécialisés pour franchir le gap par rapport à une situation qui est souvent très artisanale. Et quand on parle d'utiliser les données, il faut d'abord aller les chercher. Alors voilà, je vous ai montré deux réalités, deux situations. On veut rassembler ces données. De quelles données parle-t-on? Je n'ai évidemment pas le temps de décrire dans les détails qu'est-ce que c'est qu'un procédé de production, mais généralement, un procédé, on peut parler ici du procédé de fabrication d'un vaccin, par exemple. C'est une activité complexe qui dure sur plusieurs jours, plusieurs semaines parfois, qui fait intervenir toute une série de phases de la culture cellulaire, de toute une série de processing sur ces cellules, de l'extraction, la purification, etc., etc. Et toutes ces phases donnent lieu à la génération de beaucoup de données. Je vous en donne quelques exemples ici. L'important, c'est de comprendre que ces données, elles sont très nombreuses. On parle de plusieurs milliers de données sur plusieurs centaines de batchs qui sont produits dans la vie d'un composé pharmaceutique. Ces données, elles sont de beaucoup de nature et elles proviennent potentiellement de toute une série de systèmes. Donc, un premier effort sur lequel il est très important de travailler quand on se penche sur ces questions, c'est ce qu'on appelle la contextualisation des données, c'est-à-dire pouvoir rassembler toutes ces données et les mettre en relation les unes avec les autres de manière à avoir ce qu'on appelle un data model qui est révélateur du secteur sur lequel on travaille. Une fois qu'on a ce data model, on peut le nourrir avec les données que l'on va aller rechercher sur la réalité de terrain. Donc, comme je le disais en introduction, soit au travers de connecteurs avec des plateformes dédiées, soit dans des situations plus réalistes, en interfaçant, en intégrant, en uploadant le contenu de fichiers Excel. Donc ça, c'est un petit peu la réalité à laquelle on est confronté. Et quand on a ce dataset, on peut commencer à travailler avec. Alors, on peut faire quoi? On peut d'abord faire du descriptif, faire de l'observation sur les données. Et Dnalytics propose au travers d'Hercule un module qu'on appelle le Continuous Process Verification qui permet véritablement d'avoir une vue hélicoptère sur l'entièreté des données qui sont à notre disposition. On va partir d'une vue vraiment transversale sur le process et on voit les différentes phases avec les données qui sont présentes. Et en cliquant petit à petit sur cette interface, on peut descendre un petit peu en mode poupée russe jusqu'aux données individuelles, jusqu'aux variables individuelles pour pouvoir regarder comment se comportent ces données. Un tableau de bord comme celui-là est évidemment proposé avec des outils utiles. Vous le voyez ici à l'écran, des codes de couleurs, par exemple, qui permettent immédiatement de voir si, pour un process qui est en cours de réalisation dans l'usine, les choses se passent bien ou si certaines données donnent lieu à des warnings, parce qu'on a des déviations, parce qu'on a des comportements qui ne sont pas attendus, etc., etc. Donc, rien que sur le fait de regarder les données, on peut déjà générer beaucoup d'utilités industrielles pertinentes pour l'activité de production elle-même. Alors, je le disais, quand on clique sur cette interface et qu'on descend petit à petit sur les données, on peut en arriver jusqu'à la caractérisation de données individuelles. Et ces données individuelles, on peut les traiter au travers de toute une série d'outils statistiques. Je ne sais pas tout décrire ici, mais je vous montre quelques exemples. Quand on regarde une donnée particulière, eh bien, on peut la confronter à l'historique des données et remarquer, par exemple, s'il y a des tendances qui se dessinent, si on voit un drift sur une grandeur en particulier, ça permet par exemple d'anticiper des déviations, de faire de la maintenance prédictive, de faire de la prise de décision par rapport à du comportement à certaines étapes du process pour lequel on voit factuellement qu'il y a des glissements. On peut faire d'autres choses comme de l'identification d'outliers. Un certain nombre de grandeurs, en particulier dans le secteur pharmaceutique, sont définies par rapport à des valeurs cibles et des intervalles de tolérance. On peut immédiatement observer si, pour un batch donné, on est dans cet intervalle de tolérance ou si on sort de cet intervalle, ce qui peut amener aussi à certaines décisions du point de vue des autorités de contrôle dans la société. On peut faire toute une série d'autres choses plus ou moins élaborées, des études de stabilité, des projections dans le temps, etc. Mais là, on reste sur du descriptif par rapport aux données. Pour aller un pas plus loin, on peut développer des outils d'analyse des données qui sont plus prospectifs et qui vont imposer la mise en œuvre d'outils de l'intelligence artificielle. Alors, les premières choses que l'on peut faire, c'est de l'insight sur les données. Donc, ce sont des analyses de toute une série de données prises les unes par rapport aux autres, observer des corrélations entre toute une série de paires de paramètres. Et là, on a la flexibilité de choisir n'importe quelle paire de paramètres que l'on souhaite et mettre en évidence les relations privilégiées entre certains types de données. C'est parfois très intuitif, c'est parfois totalement contre-intuitif. En particulier, si on parle d'un process qui dure plusieurs jours avec plusieurs milliers de variables, les relations de corrélation entre
un paramètre dans une phase et un autre paramètre dans une phase qui est bien plus loin dans le cycle de production sont absolument contre-intuitifs et des outils comme ceux-là permettent de mettre en évidence ce genre de relation. Une fois qu'on a ce type de relation, on peut aller un pas plus loin et vraiment faire de la mise en œuvre de modèles d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'on fait ici? En fait, on va entraîner des modèles d'intelligence artificielle sur base des données rétrospectives que l'on capture au travers de tous les lots, de tous les batchs dont on dispose des données. On doit évidemment commencer par se définir un objectif. De manière assez traditionnelle, une société pharmaceutique va nous demander si on peut améliorer le rendement de son procédé. Une fois qu'on sait qu'on veut améliorer le rendement est une variable qui est définie comme un endpoint et on va entraîner des modèles d'intelligence artificielle de manière à avoir une représentation digitale, un jumeau digital du procédé qui permet de représenter le procédé et de modéliser ce rendement. Une fois que le modèle est établi, on doit évidemment qualifier le modèle. On le qualifie traditionnellement au travers de toute une série de métriques, d'indicateurs. Évidemment, la précision du modèle. Est-ce que le modèle permet de retrouver l'historique de production sur lequel on a construit ce modèle? Mais d'autres choses. Est-ce que le modèle est robuste par rapport au fait d'ajouter ou de retirer certains batchs de données, par exemple? Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il présente des instabilités? Donc, il y a toute une série de manières de qualifier ce modèle pour donner confiance dans les utilisateurs qui vont être amenés à jouer avec ce modèle. Une fois que ce modèle est établi, on va l'utiliser aussi pour extraire des prédicteurs, donc c'est-à-dire un sous-ensemble de grandeurs qui ont une influence déterminante dans le procédé. Je vous disais, un procédé, c'est plusieurs milliers de variables. Si on veut aider la société à optimiser son rendement, elle ne peut pas commencer en essai-erreur à jouer avec les milliers de données qui sont à disposition. On va extraire les prédicteurs, donc les grandeurs qui sont les plus discriminantes, les plus déterminantes dans l'utilisation de ce modèle. Et si ces variables ne sont pas actionnables, je prends un exemple, c'est un exemple qui n'est peut-être pas le plus pertinent, mais voilà, imaginons qu'on a un procédé pour lequel le modèle identifie qu'il est hautement dépendant de la pression atmosphérique. Et la pression atmosphérique, on ne peut pas jouer dessus. Par contre, donc c'est ce qu'on appelle une variable qui n'est pas actionnable. Par contre, on va peut-être essayer de corréler cette variable non actionnable à d'autres variables qui sont plus actionnables, de manière à aider l'industrie à se saisir des résultats du modèle. C'est ce que vous voyez à l'écran ici, au travers de cette petite fleur qui représente pour une cible donnée, le point vert au centre, un ensemble de grandeurs qui sont les meilleurs prédicteurs, donc les variables les plus importantes. Et pour ces variables, si jamais on ne peut pas jouer avec, des variables, je dirais, secondaires ou alternatives sur lesquelles on peut jouer de manière à permettre d'agir efficacement sur le modèle. Voilà, donc ça, c'est déjà un premier type d'information que l'on peut avoir au travers de ce type de modèle. Au-delà de ça, on peut utiliser le modèle de manière prospective, c'est-à-dire en prévision. On peut amener le modèle à évaluer une configuration donnée pour laquelle le rendement, puisque c'était ça mon endpoint, est amélioré, voir si c'est faisable au départ du process et quelles sont les reconfigurations du procédé qu'il faut implémenter de manière à obtenir ces meilleures performances. On peut le faire non pas au travers d'une recette, mais de toute une série de recettes. C'est ce que vous voyez à l'écran. On peut générer toute une série de nouvelles configurations du procédé, les qualifier au travers d'indicateurs de mérite pour l'industriel, dire si c'est compatible avec son procédé, si c'est actionnable, s'il peut s'attendre à une amélioration significative ou marginale des performances de son procédé, etc. Donc, quand on a ce jumeau numérique du procédé, on a vraiment un outil extrêmement puissant pour pouvoir travailler avec le procédé de manière digitale, c'est-à-dire en évitant de devoir faire des centaines d'expériences en laboratoire qui sont coûteuses, qui prennent du temps et qui ont un impact sur la performance industrielle de la société. Donc, je terminerai par une considération plus industrielle. Est-ce que ça vaut la peine pour une société de s'intéresser à ce genre de choses? Ben, la réponse est oui. Je veux dire, ce qu'on vous présente ici, ce n'est pas quelque chose de conceptuel. C'est une réalisation qu'on a déjà fait avec différentes sociétés industrielles, notamment ici en Wallonie, mais pas exclusivement. Et on peut mettre en évidence des gains de performance, des gains de productivité quand on applique des méthodologies telles que celle-là. Alors, on peut parler de l'intérêt, de l'argent, etc. On peut faire beaucoup de débats autour de ces questions-là. Je crois que ce qui est important de réaliser, ce sera un petit peu le mot de la conclusion ici, c'est que si on veut promouvoir l'intelligence artificielle dans un secteur industriel, il faut pouvoir démontrer à ces industriels un retour sur investissement. Évidemment, un projet comme ça, pour l'industriel qui nous fait confiance, ça a un coût. Et donc, il faut convaincre cet industriel que s'il s'autorise ce coût, il va en tirer quelque chose par rapport à son activité industrielle. Donc, voilà, c'est une considération qu'on ne peut jamais complètement évacuer.
le faire pour la beauté de la science est intelligent, est intéressant, mais il faut le faire dans un but industriel aussi. C'est ce qui se passe quand des industriels parlent aux industriels. Et avec une méthodologie comme celle-là, on peut démontrer de manière pratique qu'on a un retour sur investissement, on a une bonne raison, on a une raison valable, pertinente d'adopter l'intelligence artificielle dans un contexte industriel. Voilà, voilà. Et je terminerai simplement en disant, comme Benoît le disait au point de départ, ça c'est peut-être le petit mot de la fin en mode marketing. Donc, Danalytics travaille beaucoup sur ce type de prestations, ce type de projet lié à l'utilisation de l'IA dans des secteurs industriels en biopharma. Ce n'est pas la seule activité de Danalytics. On accompagne aussi toute une série de sociétés biotech, développeurs de dispositifs médicaux et aussi des partenaires académiques sur des projets plus proches du patient. Benoît a cité des exemples de prédiction de réponse à certains vaccins, classification de patients, diagnostic précoce, etc. Donc, à ce titre-là, on soutient aussi de manière résolue des initiatives comme MedResist et les initiatives des académiques ici en Wallonie, et on espère pouvoir travailler main dans la main avec eux pour développer des solutions qui seront pertinentes et qui pourront être mises dans les mains des médecins. Et j'en termine avec cette intervention. Je vous remercie. Merci beaucoup Damien, et je pense qu'en fait il y avait un double intérêt de découvrir Hercule, hein. Donc c'est très intéressant de voir cette plateforme pour tous les chercheurs de Trail, tu viendras prendre une tasse de café vendredi ici au labo, je te le rappelle. Donc pour tous ceux qui voudraient passer à la cafétéria du Maxwell à 16h, vous pourrez discuter avec Damien. Une des idées de Trail est de développer des briques logicielles. Votre société a un logiciel qui gère des workflows complets. Et donc, une des questions qu'on va aborder vendredi, c'est de voir comment les briques logicielles avancées des chercheurs, des nouveaux trucs en contrastive learning, en whatever, peuvent venir enrichir. Il y a par exemple l'outil de visualisation que tu as montré. On a aussi une recherche d'entraide autour de l'équipe de Michel Verlezen qui fait des choses très intéressantes en visualisation. Donc, c'est voir comment ces briques peuvent venir enrichir votre plateforme. Et dans l'autre sens, je pense qu'il y a une discussion qu'on pourrait avoir aussi. On a lancé un gros projet avec Multitel et d'autres, et les 3 hôpitaux universitaires sur les soins intensifs, et à te regarder avec tous ces données en flux continu. En fait, un vaccin, on pourrait le remplacer par un patient sur lequel on mesure plein de choses. Et il y a peut-être une idée un terrain d'exploitation pour Hercule dans les soins intensifs. À voir, quoi. C'était l'idée, c'était la raison de cette présentation, c'était de montrer qu'on peut s'adresser à des problématiques liées au cycle de soins du patient, mais on peut réfléchir à des choses qui sont plus opérationnelles pour les médecins, les hôpitaux, etc. Sky is the limit. Et donc, ravi d'en discuter. Donc, tous ceux qui veulent discuter avec Damien, bienvenue vendredi. Je le récupérerai tout seul, mais à part après, mais bienvenue à 4h à la cafétéria du Maxwell. Je pense que c'est une société qui aime la recherche et qui sait parler avec les chercheurs. Et donc, vous êtes quand même un moteur, je dirais, pour qu'on puisse bien exploiter ce qu'on fait d'entrée dans le tissu économique wallon. Alors, le dernier, last but not least, notre dernier orateur, c'est Philippe Lambin. Hein, beaucoup de gens connaissent très bien Philippe. Philippe, c'est un peu la star du jour. Il est professeur à Maastricht. Il est l'inventeur du concept de radiomix. Donc, c'est un concept qui le fait voyager à travers toute la planète. Il est invité dans les meilleures conférences en radiothérapie ou en radiologie du cancer, mais il n'est pas que un cancérologue, c'est quelqu'un de très créatif, très imaginatif. Il est sur des projets dont je ne parlerai pas maintenant, mais j'en discute parfois avec lui. Et il est aussi créateur de nombreuses startups, dont des startups en région wallonne. Une qui est bien connue, avec laquelle on a beaucoup de plaisir à collaborer, c'est l'entreprise Radiomix, hein, qui touche à l'IA et à l'imagerie. Et donc voilà, merci beaucoup pour tout ton dynamisme, Philippe, et merci aussi d'être présent parmi nous. Alors, Philippe est une des personnalités scientifiques qui font partie du pool d'évaluateurs de Trail. Donc, au bout d'une année de fonctionnement, on était évalué. Philippe faisait partie des évaluateurs et on a demandé à chacun des évaluateurs de nous faire un inspiring talk, hein, donc un talk inspirant pour un peu nous projeter dans le futur. Et Philippe a accepté de se prêter au jeu. Voilà, tu es le premier de la série des inspiring talks de Trail. Je te laisse la parole parce que je pense que les gens sont venus pour t'écouter, pas pour m'écouter moi. Vas-y, Philippe. Bien, merci beaucoup Benoît pour cette introduction très élogieuse que je ne mérite pas. Donc en effet, je voudrais vous parler de l'intelligence artificielle IA en médecine de précision.
Et la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est la médecine de précision? Et il faut se rendre compte que ces 10 dernières années, la médecine moderne a fait beaucoup de progrès en utilisant systématiquement des guidelines ou des protocoles adaptés à chaque type de maladie. Et dans la médecine de précision, c'est une approche un peu différente. Oups là, ça passe pas. Oui, voilà, parce qu'au lieu d'ajuster le traitement sur le type de maladie, on va en fait profiler la maladie, essayer de trouver le talon d'Achille qui doit être, pour reprendre l'expression de Damien, actionnable. Et c'est la plupart du temps, c'est une mutation qui rendra, par exemple, une tumeur sensible à un médicament. Donc c'est une approche en fait assez différente. Et donc, pour vous illustrer ça, par exemple, on a un patient avec un cancer du poumon qui arrive et au lieu de directement le traiter sur un protocole cancer du poumon, stade 3 par exemple, on va faire d'abord un profilage omique avec par exemple des biopsies, de l'imagerie, etc. Et puis, on va faire donner un traitement adapté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la médecine moderne a une grosse épine dans le pied dont on ne parle pas beaucoup, c'est le nombre de décès suite à des erreurs médicales qu'on estime à un peu moins d'1 million aux États-Unis et du même ordre en Europe. Donc, ça correspond quand même à 2 Boeing qui crashent chaque jour. Et là-dedans, je mets toutes les erreurs médicales, y compris les maladies nosocomiales, etc. Et donc, il y a un risque que cette augmentation de la complexité aggrave ce problème. En effet, parce que ce qu'on va faire dans la médecine de précision, c'est inonder le médecin d'informations complémentaires, que ce soit des informations génétiques, d'imagerie, voire économiques. Or, on sait qu'un cerveau bien éduqué peut gérer maximum 5 variables pour prendre une décision. Et s'il s'agit d'un médecin qui sort de 36 heures de garde le week-end, ce qui arrive encore régulièrement, probablement qu'il peut gérer que 2 variables, blanc ou noir. Et donc, il y a un problème là, d'autant plus que on a toute une série de possibilités thérapeutiques qui augmentent en même temps. Donc, par exemple, pour le cancer de la prostate, il y a 5 traitements qui se valent. Donc, ça augmente la complexité. Et alors, l'hypothèse qu'on fait, c'est que une collaboration entre le médecin et une machine va aider à solutionner ce problème. Et on fait référence ici essentiellement à un support décisionnel basé sur l'IA. Et pour dédéifier l'IA, on aime bien faire une comparaison avec un fer à repasser, où on considère que le fer à repasser, c'est un algorithme d'IA et qu'il y a différents types de fer à repasser, et que le fer à repasser, pour fonctionner, doit toujours avoir accès à l'électricité, en l'occurrence des données. Et c'est souvent ça le plus difficile. Et donc, pour, par exemple, prendre une décision entre traitement A ou B, il faudra au moins 4 algorithmes d'IA, 2 pour la guérison du traitement A et B et 2 pour la toxicité du traitement A et B. Et si on veut voir plusieurs aspects de toxicité, des aspects économiques, il faudra encore plus d'algorithmes. Donc, en fait, un support décisionnel, c'est un assemblage d'algorithmes d'IA. Et prenons un exemple concret, par exemple, 2 patients, et toute ressemblance est purement fortuite, donc qui ont des cancers du poumon traités par radiothérapie. Et il y a le cas pessimiste où la tumeur revient, récidive, on a des effets secondaires et une survie courte. Et l'hypothèse plus optimiste où il y a une rémission tumorale, pas d'effets secondaires et une survie plus longue. Et on aimerait bien pouvoir prédire ça pour adapter le traitement. Et donc, supposons qu'on a 10 patients et on a une variable, c'est la dose sur le poumon normal et les effets secondaires, oui ou non. On peut même faire ça à la main. On met les cercles en rouge, c'est les patients qui ont une toxicité. Et ils ont tous une dose plutôt élevée. Et les cercles en vert, c'est des patients qui n'ont pas de toxicité. Ils ont plutôt une dose sur le poumon normal basse. Et donc, on peut mettre une fonction, établir une fonction pour faire un fit de ces données. Et puis, si on a un nouveau patient qui reçoit 17 degrés, on peut dire oui, probablement qu'il aura des effets secondaires. Il y a un autre patient qui recevra 8 degrés, on dit oui, probablement qu'il n'en aura pas. Mais c'est quand même très imprécis. Donc, on voudrait faire une étude avec plus de patients. Donc, on augmente le pool de patients et finalement, on peut avoir, disons, 1000 patients, mais avec 1000 variables en même temps. Oups, j'ai l'air bloqué là. Désolé. Je vais peut-être arrêter ma caméra. Je suis complètement bloqué. Ah voilà, voilà.
Je vais arrêter ma caméra. Donc, on a 1000 patients avec 100 variables, donc on ne peut plus faire ça à la main. Donc, il faut un algorithme d'intelligence artificielle. On choisira toujours un algorithme simple pour commencer, du genre Logistic Regression, Random Forest. Et puis, on va faire un apprentissage. Et quand l'apprentissage sera terminé, on aura encore 3 choses à faire qui sont absolument essentielles. La première, ce sera d'avoir une validation externe, donc avoir une autre banque de données d'un autre hôpital. La deuxième, ce sera avoir une validation prospective, c'est-à-dire de tester sur des nouveaux patients pas encore traités. Et la troisième, ce sera d'avoir une certification avec marquage CE ou approbation FDA. Et alors, à ce moment-là, on a un outil qu'on peut utiliser en clinique. Et disons qu'il y a un patient, M. Johnson, qui a la même maladie, voudrait savoir s'il doit être traité par proton ou par radiothérapie conventionnelle. On passe ces données dans le modèle et on voit qu'il y a probablement des effets secondaires. Et à ce moment-là, on teste de nouveau avec une simulation proton-thérapie. On voit qu'il n'y aura pas d'effets secondaires. Et donc, à ce moment-là, ça pourrait justifier un remboursement de proton-thérapie. Et on dira à M. Johnson, on vous rembourse votre proton-thérapie, mais on voudrait que vous mettiez vos données anonymisées à la disposition du service national pour mettre à jour l'algorithme d'intelligence artificielle. Et donc, on a un système auto-apprenant. Et je prends cet exemple parce que c'est exactement ce qui se passe depuis plusieurs années aux Pays-Bas. Donc, le remboursement de la proton-thérapie se fait sur cette base. Et donc, tout le monde est content, les assurances médicales, les industriels, et parce qu'on peut aussi tester une nouvelle technologie. Et on va tester sur cette nouvelle technologie seulement chez les patients sur qui il y a une probabilité élevée d'avoir un bénéfice. Et en plus, en mettant les données à la disposition de la société, on peut développer un système auto-apprenant avec une forme de reinforcement learning. Et on a utilisé des modèles assez simples qu'on a publiés en 2013-2014. Et à l'époque, donc c'était il y a presque 10 ans, il y a eu un tsunami dans la presse mondiale, aussi en Afrique du Sud, aux États-Unis, etc. Parce qu'on a publié pour la première fois, pas la première fois, mais une des premières fois, qu'en fait des modèles assez simples faisaient beaucoup mieux que des médecins. Et les médecins sont très mauvais à prédire l'avenir, à prédire l'effet d'un traitement X ou Y. Et des modèles simples font beaucoup mieux. Alors, je voudrais maintenant changer de braquet et aller vers un de mes hobbies, qui est l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie médicale, que ce soit CT, PET, MR, échographie. Et l'imagerie médicale a l'avantage que ça donne des informations en 3 dimensions, que c'est non invasif et que ça peut être répété à plusieurs fois dans le temps. Et donc, nous, on essaye d'innover, non pas avec des nouveaux hardware, mais avec des nouveaux logiciels. Et alors, bien sûr, on peut aussi utiliser des pigeons. Ça, c'est fait. C'est des études très sérieuses publiées où les pigeons, ils perdent jamais le chemin parce qu'ils ont une visualisation, un cortex visuel très développé. Et on peut les entraîner à reconnaître des tumeurs sur des images de pathologie ou des mammographies. Alors, ils doivent taper sur l'écran. Ils reçoivent à manger, vous pouvez voir derrière les petites graines derrière son dos. Et de manière étonnante, les pigeons femelles sont d'ailleurs beaucoup plus concentrés que les pigeons mâles, quelle qu'en soit la raison. Donc, nous, on utilise une approche, dans un sens large, bien entendu, parce qu'il y a plusieurs centres dans le monde qui travaillent là-dessus, une approche d'intelligence artificielle. Il y a 2 approches. D'abord, et ça s'appelle d'ailleurs Radiomics, qui est en fait la fusion du mot radiology et omics, qui veut dire analyse de grandes quantités de données. Il y a d'abord l'approche du bas, c'est deep learning, une approche de réseau de neurones profonds, donc qui fonctionne plutôt par try and errors, donc qui a besoin de grandes quantités de données, un superordinateur. Et puis il y a l'approche que moi personnellement j'aime bien, qui est l'approche de handcrafted radiomics en anglais, où on utilise des caractéristiques d'image prédéfinies basées sur en fait les niveaux de gris. Et donc ça a l'avantage que c'est plus facile à expliquer. Et donc pour vous donner un exemple, vous avez en haut à gauche une petite tumeur du poumon, un petit nodule, mais vous pouvez voir visuellement, c'est très hétérogène.
Et si vous faites un histogramme des niveaux de gris à droite, en haut à droite, vous voyez un histogramme très large. Et vous pouvez, sur le tableau à droite, faire une analyse en prenant plusieurs évaluations quantitatives de cet histogramme. Alors, sur l'image en bas à gauche, vous avez une tumeur du poumon plus grande, plus large en volume, mais plus homogène. Ça se voit visuellement. Et ça se traduit par un pic de niveau de gris qui est très étroit parce qu'il y a moins de variabilité. Et donc, ce phénotype totalement différent démontre une biologie très, très, très différente, avec la tumeur hétérogène qui tend à être beaucoup plus agressive. Donc, on a de l'information biologique sur base d'une image très simple, sans contraste. Et donc ça, il s'agit ici de caractéristiques qu'on voit à l'œil nu, mais dans l'approche radiomixe, la plupart des caractéristiques ne sont pas visibles à l'œil nu, et ce qui n'est pas étonnant parce que notre cortex a beaucoup de visuel, a beaucoup de limitations. Et donc, le processus, on a une imagerie qu'on va contourer, par exemple une tumeur, on va extraire des caractéristiques d'image, et puis on va faire une analyse par IA pour développer des signatures radiomiques qui nous permettront de dire si c'est un cancer, si c'est un cancer agressif, quel serait le meilleur traitement, etc. Donc, typiquement, dans la médecine moderne, les patients cancéreux ont plusieurs lésions et on est déjà tout content quand on a une bonne biopsie, et ces biopsies ne sont pas toujours anodines, parce qu'elles peuvent parfois créer des effets secondaires du type saignement et pneumothorax. Et avec l'approche radiomixe, ce qu'on peut faire, c'est faire un profilage sur base d'imagerie quantitatif de toutes les lésions, et on peut répéter ça à plusieurs reprises. Et donc, il y a plusieurs applications. La première application, c'est le diagnostic. Hein, donc, c'est toujours un gros problème. Et le diagnostic précoce permet aussi de sauver des vies. Et par exemple, ici, nous avons pris dans cette publication le cas d'une tumeur, d'un nodule pulmonaire semi-solide. Et on a conclu en cours que lorsqu'on analyse la partie solide et semi-solide séparément par des approches radiomixes, on parvient à déterminer si c'est un cancer ou pas avec une précision très très élevée. Donc ça, c'est une application diagnostique. Et puis il y a des applications en regard avec le support décisionnel, quel est le meilleur traitement. Et ici, nous avons une série, c'est des courbes de survie en X. Nous avons là le temps, et en Y, nous avons le pourcentage de survie de patients tête et cou traités par radiochimiothérapie. Et en utilisant une approche multi-omics ou médomics, c'est-à-dire on a en bas à gauche des facteurs radiomics et à droite dans le tableau des variables biologiques et cliniques. Et quand on mélange ça, on développe un algorithme qui permet de séparer 3 groupes en vert, jaune et vert et rouge de très mauvais pronostic. Et ici, dans ce papier, on a fait une validation prospective multicentrique européenne. Et vous pouvez voir que l'algorithme marche en fait mieux dans la validation prospective. Et la courbe de survie verte, c'est des patients qui ont un très bon pronostic, chez qui on envisage maintenant de faire une désidentification de doses, en particulier de supprimer la chimiothérapie. Et finalement, cette approche peut aussi être utilisée pour le suivi. Quelle est la réponse au traitement? Et au lieu d'évaluer le suivi sur une lésion, on peut évaluer la suivi sur plusieurs lésions. On utilise pour ça un système de réseau de neurones profonds pour faire une segmentation automatique sur toutes les lésions. Et le papier va sortir bientôt dans Nature Communication. Et on y montre que, en fait, l'intelligence artificielle est largement supérieure aux médecins sur plusieurs critères. Donc, je pense on espère que ce sera utilisé bientôt en clinique. Mais développer des algorithmes d'intelligence artificielle avec précision élevée, ça ne suffit pas. Il faut aussi que ce soit explicable. Vous connaissez tous le film avec Tom Cruise, The Minority Report, dans lequel les gens étaient mis en prison sur base de prédictions qui disaient qu'ils allaient commettre un crime. C'est bien sûr absolument inacceptable. Eh bien, dans notre société, c'est aussi inacceptable de donner de la chimiothérapie ou de couper une jambe à un patient sur base d'une prédiction de deep learning. Donc, ce qu'il faut, c'est à la fois une explication que le médecin comprenne, mais aussi le patient, mais en plus une interface qui permet d'avoir un dialogue avec l'intelligence artificielle. Et donc ça, c'est un sujet de recherche qui aussi, je pense, est développé dans TRAIL.
Donc, pour vous donner un exemple, ici, on a un algorithme d'IA qui permet d'identifier des pneumopathies à coronavirus. Et si le médecin demande, oui, vous êtes sûr que c'est une pneumopathie, pourquoi? Eh bien, l'intelligence artificielle peut faire une heat map et montrer, oui, parce que ces zones-là sont pathologiques, etc. Et si on pose d'autres questions, vous êtes sûr que ce n'est pas bactérien? Oui, on est sûr parce qu'il y a une composante vasculaire, etc. Donc ça, c'est le futur de l'IA avec une plateforme d'interface. Mais alors, comme je vous disais, dans l'IA, il faut des données. Et je pense que, une des méthodes pour capturer des données, c'est les apps, parce qu'il faut des données liées au patient. C'est finalement ça le but, c'est d'améliorer le pronostic du patient. Et là, j'ai un autre conflit d'intérêt. Je suis cofondateur de Communicare, en plus d'être cofondateur de Radiomix. Communicare a toute une série d'apps qui à la fois permettent de capturer des données de manière semi-automatique, mais aussi de donner des conseils aux patients. Et c'est une approche intéressante parce qu'il y a eu quelques années, il y a eu un coup de tonnerre dans le ciel de la médecine, parce qu'il y a une étude randomisée qui a montré que chez des patients avec cancer du poumon, lorsqu'ils étaient suivis avec une app, au lieu d'être suivis de manière conventionnelle tous les 3 mois, eh bien, ils avaient une survie supérieure. On pouvait sauver des vies avec une app parce que ça permettait de détecter des récidives ou des effets secondaires plus proches. Donc, il y a certainement une justification à cette approche. Donc, en résumé, la situation idéale pour l'intelligence artificielle dans la médecine de précision, c'est d'abord de partir d'un véritable besoin. Et pour ça, ce n'est pas facile. Il faut discuter, rediscuter avec différents médecins, différencier la readiness to use, readiness to pay. Il faut, je dirais, au moins 3 banques de données, une banque de données pour l'apprentissage, une pour la validation externe, une pour la validation prospective. Il faut finalement une certification CE ou FDA, sinon on ne peut pas l'utiliser en clinique. Et idéalement, il faut un remboursement. Le bottleneck, c'est souvent l'accès aux données. Et donc, l'idéal, c'est d'avoir un système auto-apprenant où les données peuvent réutiliser pour mettre compte de manière continue, mettre à jour les algorithmes d'IA, parce que la médecine fait des progrès, bien entendu. Donc, il y a des données de qualité Facebook qui sont basses, les données bancaires qui sont très élevées. Idéalement, il faut des données aussi de grande qualité pour faire cet apprentissage. Et donc, ça, c'est quand même assez essentiel. Et alors, je conclurai en disant que, d'après mon point de vue, l'IA sauve déjà des vies et va sauver encore plus de vies, et que le clinicien, le scientifique qui n'utilise pas l'IA sera remplacé par celui qui l'utilise. Donc, vous voyez que je ne dis pas que le clinicien sera remplacé par l'IA, parce que ça, c'est quelque chose que je ne crois pas. Là-dessus, je voudrais vous remercier pour votre attention. On est toujours ouvert à des collaborations. Et je voudrais aussi annoncer un cours d'intelligence artificielle pour l'imagerie qu'on organise en juillet. Et vous pouvez voir toute l'information sur ce website. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe, pour cette vision. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Est-ce que l'une ou l'autre personne voudrait poser une question? On est arrivé à la limite de temps, 10 heures, Antoine, mais je ne sais pas si quelqu'un souhaite intervenir pour poser une question. Philippe, tu es toujours là avec nous? Oui, oui. OK. Moi, j'en ai une de mon côté. Je ne sais pas si quelqu'un a levé la main dans les... je veux pas. La question qu'on se pose, et c'est un travail qu'on fait avec Radiomix et Sébastien Jodogne, c'est d'essayer de davantage coupler l'IA avec des modèles, et par exemple dans le domaine du cancer, des modèles de prolifération cellulaire. Et ces modèles peuvent même être enrichis avec des organoïdes. Je voudrais avoir un peu ton feeling par rapport à ça. Est-ce que c'est encore de la science-fiction, ou est-ce qu'on est proche éventuellement de pouvoir non seulement, de coupler l'IA avec les modèles, quoi, tu vois, les côtés digital twin de la tumeur. Et qu'est-ce que tu en connais, toi qui voyages beaucoup, qui a invité dans plusieurs conférences? Donc, où est-ce qu'on en est dans les modèles mathématiques qui viennent alimenter l'IA? Parce que l'IA, ici, tu as dit, c'est les données, quoi. C'est d'abord les données. Mais ce qui apparaît de plus en plus, c'est aussi des modèles. On comprend comment la cellule va se reproduire, les trucs les gens qui font de la network medicine, ils modélisent. Et donc, c'est un peu quel
quel va avoir l'impact des modèles par rapport à ce futur de ce type de médecine. Oui, donc toi, tu fais référence ici à un modèle explicatif, c'est presque de la systems biology. Hein. Oui, c'est ça, de Donc, la d'accord, computational biology. Est-ce euh, qu'il y a des gens qui couplent de la computational biology avec de l'IA? Et je pense qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Oui, alors la difficulté, c'est c'est souvent des modèles qui ont énormément de variables, donc qui permettent de comprendre, mais qui ne sont pas faciles à généraliser. Et disons que c'est certainement intéressant de manière scientifique, mais pour que ce soit vraiment utile en clinique, je pense que c'est très important, c'est de partir d'un véritable besoin. Donc je dirais que la recherche que tu fais là est très intéressante sur le plan scientifique, mais sur le plan clinique, je pense qu'il y a encore une distance assez importante, parce que je ne vois pas directement dans quelle mesure ce serait actionnable et dans quelle mesure ça remplirait un besoin clinique. Mais c'est certainement l'avenir de coupler, de donner un aspect mécanistique au modèle. Ok. Ok. Antoine, je te laisse conclure. Merci beaucoup en tout cas. Et bravo Philippe, merci. Merci Benoît, merci à tous. Désolé, j'ai la voix assez cassée. Merci Benoît tout d'abord pour l'animation du webinaire, pour ta contribution à l'organisation justement de ces webinaires. Merci également à nos orateurs. J'ai trouvé chaque présentation incroyablement intéressante. Ouais. C'était aussi riche en échanges et c'est ça qui est important. C'est l'un des objectifs aussi des Carrefour. Et je remercie également à nouveau les partenaires. J'enverrai par la suite la rediffusion du webinaire à tous les inscrits. Et donc, n'hésitez pas si vous avez raté une partie ou si vous souhaitez partager justement la rediffusion. J'ai mis également un lien dans le chat pour récolter vos avis sur les carrefours de l'IA. Et donc, n'hésitez pas au final à nous partager votre avis. Le prochain webinaire consistera du moins, le thème du prochain webinaire, sera l'IA et l'industrie. Donc, on est sur un thème assez large et aussi toujours très intéressant pour notre tissu économique wallon. Et donc, voilà, je vous souhaite tout simplement une très belle journée et du moins, on se voit le mois prochain pour les prochains Carrefours de l'IA. Merci à tous. Merci beaucoup Antoine pour l'organisation. Top. Merci. Merci Benoît.